Bonjour. Alors de retour, sur cette chaîne, YouTube pour vous parler, du nouvel album de Paul McCartney. Donc le voici, The Boys of Dungeon Lane. Donc c'est un événement, hein, puisque Paul McCartney n'a pas fait de disque depuis fin 2020 avec un disque qui était très home studio qui s'appelait McCartney, 3. Qui faisait suite à McCartney 1 de 70 et McCartney 2 de 1980. Et c'était au moment de la pandémie du Covid. Il s'était retrouvé chez lui dans son studio en fait dans le sud de l'Angleterre. Et bah voilà, il fallait s'occuper. Il y avait le confinement et donc il avait créé cet album McCartney 3, donc 3, où il produisait lui-même quasiment tous les morceaux. En tout cas, il jouait la plupart des instruments, puisqu'on sait que McCartney est bon, un guitariste évidemment, guitare acoustique, guitare électrique, un bassiste, hein, un grand bassiste qui a révolutionné l'usage de la basse dans la pop et dans le rock, avec des lignes de basse très mélodiques. Mais il joue du piano, il joue de la batterie. C'est d'ailleurs un batteur, plutôt un bon batteur. D'ailleurs, on s'en aperçoit dans ce disque, Dungeon Lane. Euh, Évidemment, il joue du clavecin, enfin voilà, même de la trompette. Son père jouait de la trompette, bon voilà. Le père de McCartney était un musicien aussi, hein, voilà, donc, enfin, il avait son métier, mais c'était un musicien qui jouait dans des groupes, etc., de jazz dans les années 20, dans les années 30. Voilà, donc 1920-1930, hein, évidemment, donc il y a presque un siècle. Et il a toute cette culture musicale en lui, c'est-à-dire qu'il est né en 42, McCartney, donc il a bientôt 84 ans. C'est assez vertigineux, hein, sa carrière, puisque c'est une carrière de plus de 60 ans maintenant. Il a commencé très jeune, hein, il a commencé à la fin des années 50 avec George Harrison. Après, il a rencontré John Lennon, et puis ensuite est venu Ringo Starr. Et puis le premier disque des Beatles date de 62. Donc vous voyez, il y a 64 ans, hein, c'est assez vertigineux. Alors, qu'est-ce qui le fait courir encore à son âge? C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a cette créativité qui est toujours là. Il y a cette volonté quand même de prendre toujours un peu des risques sur le plan musical. Il a fait appel à un jeune producteur qui s'appelle Andrew Watt, qui a travaillé avec les Rolling Stones, qui a travaillé avec Elton John, Iggy Pop, donc des valeurs sûres évidemment du rock et de la pop, et qui a travaillé pour des artistes plus jeunes, par exemple Lady Gaga, Charlie XCX. Donc voilà, c'est un producteur new-yorkais, je crois, qui a une trentaine d'années et qui est multi-instrumentiste aussi, guitariste, pianiste, qui, a voilà, qui est aussi un producteur, donc qui a des grandes compétences sur le plan technique, sur le plan de l'enregistrement, etc. Donc il a repéré ce jeune producteur, son talent, et d'ailleurs il l'avait conseillé à Mick Jagger et Keith Richards il y a 3-4 ans, je crois, pour produire le dernier album des Rolling Stones, et je crois qu'il produit aussi l'album des Rolling Stones qui va sortir là au mois de juillet. Donc c'est un jeune producteur très talentueux, et on voit que la rencontre et le dialogue avec McCartney a été très productif, hein, parce que voilà, McCartney, il y a évidemment son expérience, son instinct de mélodiste, hein. C'est quelqu'un qui a alors c'est assez étonnant, mais on le compare souvent à Mozart. Alors on peut se dire, c'est quand même un peu fort de comparer McCartney, qui est quand même un artiste de pop, à Mozart, qui est le plus grand compositeur classique de tous les temps. Bon, c'est vrai que ils ont pas la même, c'est pas la même époque, c'est pas la même évidemment capacité. Voilà, McCartney n'a pas écrit d'opéra, etc. Bon, mais il y a quelque chose d'assez troublant quand même, et je pense qu'on peut faire le parallèle. C'est cette capacité, cet instinct mélodique en fait, qui est assez étonnant. C'est-à-dire que McCartney, et tous les musicologues vous le diront, alors après, il n'y a pas que lui, hein, au XXe siècle, hein, bon,
il y a de très grands noms de la musique pop et du rock, et il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que lui, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez troublant chez lui. C'est pour ça que le parallèle avec Mozart n'est pas complètement délirant. C'est un autodidacte dans le sens où il le répète souvent, il l'assume, il n'écrit pas vraiment la musique, il connaît pas spécialement le solfège, même si je trouve qu'il en fait un peu trop sur ce sujet-là, parce qu'il a quand même évidemment des bases de solfège sur les accords, sur les tonalités, sur les rythmes, enfin voilà, il sait ce qu'est un rythme ternaire, un rythme, voilà, un 4-4, un 3-4, voilà, il sait tout ça, mais il sait ce qu'est, voilà, quand on va arpéger, moduler, voilà, il a les termes techniques, évidemment. Mais c'est vrai qu'il n'est pas, il l'assume lui-même, il n'a pas cette capacité d'écrire une partition, etc. Mais malgré cela, il a une sorte d'instinct génial de la musique en lui, c'est-à-dire que il y a à la fois cette capacité à trouver des mélodies assez extraordinaires. Dans cet album-là, il y a des mélodies évidentes. Life Can Be Hard, c'est une mélodie qu'on a l'impression d'avoir toujours connue. Et il y a ça aussi chez Mozart, c'est-à-dire cette capacité à identifier une sorte de réminiscence comme ça qu'on a en nous, comme s'il y avait une musique innée en fait en nous. Et oui, on a l'impression que cette musique-là, cette mélodie-là, Life Can Be Hard, c'est un classique, hein, on a l'impression qu'on l'a déjà entendu, alors qu'on l'a pas entendu. Mais s'il y a une telle évidence en fait, il y a une telle trouvaille en fait mélodique qu'on a cette impression-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois cette mélodie qu'il peut trouver, donc là par exemple Life Can Be Hard, que vous pouvez écouter sur le net, ou en achetant le disque, hein, évidemment. Moi je l'ai acheté en vinyle parce que c'est quand même mieux pour la qualité du son, mais après vous pouvez l'acheter en CD, il existe dans tous les formats évidemment. Mais si on prend cette chanson Life Can Be Hard, euh, il y a à la fois cette mélodie, mais il y a la capacité à développer le thème mélodique, hein, ce qu'on appelle l'écriture musicale, tout simplement. C'est-à-dire, c'est des techniques hein, que vous pouvez apprendre au conservatoire. C'est-à-dire, vous avez un thème et vous avez il y a des livres, hein, des manuels de musique, de solfège, pour décliner, développer un thème. Et lui, il le fait instinctivement, en fait. Et c'est vrai que quand on parle avec des musicologues, ils sont toujours stupéfait parce que lui, il n'a pas appris ça, entre guillemets, d'une manière académique, mais il le fait en fait mieux que les gens qui ont appris ça de manière académique parce que il peut développer un thème en le modulant évidemment, mais en étant surprenant en fait. Voilà. Bon, David Bowie était un peu comme ça aussi, et tant d'autres dans la musique pop et la musique rock. Mais c'est vrai qu'il y a ce génie chez lui qui est assez étonnant. Donc oui, il y a des classiques, je dirais, instantanés, c'est-à-dire des mélodies évidentes qu'on retient tout de suite et qu'on peut siffler après dans la rue. Ça, c'est quelque chose de... Donc là, c'est une vraie réussite. Donc Life Can Be Hard, Mountain Top, qui est un morceau beaucoup plus psychédélique, où là, on a le McCartney de Revolver, de Tomorrow Never Knows des années 60, c'est-à-dire avec les boucles, le jeu sur les boucles magnétiques, le jeu sur les sonorités. Ça a été un des pionniers là-dessus, hein, de la musique psychédélique, avec les Beach Boys bien sûr, et plein d'autres groupes, hein, parce que la musique psychédélique, on peut en parler des heures hein, dans les années 60. Donc Mountain Top, très grande réussite mélodique aussi. Days We Left Behind, le premier single, le premier extrait de l'album, euh, qui est complètement trompeur parce qu'en fait c'est un morceau très épuré, très folk quelque part, avec simplement une guitare, une voix. C'est un morceau qui est très triste, hein, très même on pourrait dire oui un peu très poignant. On a rarement vu une tristesse comme ça chez McCartney. Bon après il avance en âge, hein, c'est la vie, donc on sent chez lui une sorte de oui, quand même de douleur sur le temps qui passe, c'est évident, hein, et ça transparaît dans cet album. Mais c'est un piège parce que l'album n'est pas du tout un album de nostalgie crépusculaire. Au contraire, c'est un album qui est combatif, c'est un album qui est énergique, la voix est de très bonne qualité, donc pour tous ceux qui disent que McCartney n'a plus de voix, bon, évidemment qu'il n'a plus la voix des années 70, mais ça c'est normal, il a plus de 80 ans.
Mais je pense il a parfois la voix un peu fatiguée parce qu'il fait beaucoup de concerts. Moi, je trouve personnellement qu'il en fait peut-être trop. Mais bon, on a compris que pour lui, faire des concerts, c'est hyper important pour son moral, je dirais. Voilà, ça lui permet de trouver cette énergie. C'est vrai que quand vous vous retrouvez face à 50 000, 80 000 personnes, ça rebooste. Je pense qu'il a besoin de cette énergie-là. Mais quand il enregistre ce disque-là, il a commencé à l'enregistrer en 2021. Donc vous voyez, ça, il y a déjà 5 ans. Donc c'est un travail de 4-5 ans, hein, ce disque-là. Il enregistre évidemment entre les tournées, puisqu'il a fait au moins 2 ou 3 tournées, je crois, depuis le début de l'enregistrement de ce disque. Bah, sa voix est plus reposée. Et puis en studio, on a des capacités, voilà, on peut compresser le son, il y a des techniques maintenant où on peut mettre en valeur certaines pistes, certaines prises, etc., etc. Mais la voix est là, la voix elle est puissante. Par exemple sur As You Lie There, qui est le premier morceau, le morceau d'ouverture, il y a une voix qui est très puissante, qui peut faire penser à la voix qu'il avait dans les années 70, qui est très rock. Sur des morceaux comme aussi Come Inside qui ouvre la face B du vinyle. Come Inside, c'est vraiment un morceau très intéressant, très puissant, très énergique. Moi, j'aimerais que ça soit le prochain single et que ça soit un peu le clip vidéo aussi, parce que pour l'instant, McCartney n'a pas fait de clip et de vidéo pour son nouvel album, ce qui est assez raccord avec ce qu'on voit dans la pratique de la musique, enfin de l'industrie musicale depuis quelques années. C'est que vous voyez quelqu'un comme Beyoncé, par exemple, qui ne fait plus de clips vidéo. C'est assez étonnant. Et c'est un paradoxe de notre époque parce que à la fois on se dit on est à une époque de la vidéosphère, c'est-à-dire où la vidéo est de plus en plus importante, beaucoup plus importante que l'écrit, que le texte. Et en même temps, on voit des artistes, des grands artistes comme Beyoncé par exemple, qui ne s'embêtent plus, entre guillemets, à produire, à investir de l'argent dans des clips vidéo. C'est assez étonnant, c'est très paradoxal. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra interroger. Et c'est vrai que McCartney, lui qui est très conscient de l'importance de la vidéo et du clip vidéo, n'en a pas fait encore pour ce disque. Mais c'est vrai que comme Inside, ça pourrait vraiment être le single qui serait vraiment représentatif, beaucoup plus représentatif que Days We Left Behind de l'ensemble du disque. Parce que c'est un disque qui est très rock, qui est très pop. Alors évidemment, quand on l'écoute la première fois, moi je l'ai écouté plusieurs fois pour faire cette review, cette critique du disque, on voit, parce qu'on est exigeant, on est fan des Beatles, de McCartney, on voit toujours les défauts. Et c'est vrai qu'à une première écoute, on peut se dire, ah, il y a un côté un peu rock FM, c'est-à-dire le rock un peu voilà industriel, un peu commercial pour faire Jones, etc. Et on peut se dire, ah bon zut, il est un peu là-dedans. Ce qu'il avait un peu fait avec Egypt Station, qui est un album de 2018, avec un producteur qui s'appelle Greg Kurstin, je crois. Mais Egypt Station est un très bon disque, hein, voilà. Euh, mais quand on creuse, quand on écoute le disque à plusieurs reprises et quand on l'écoute au casque aussi, parce que le mixage de cet album est très bien réalisé. Il y a des choses qu'on entend au casque, qu'on n'entend pas forcément quand on le passe en vinyle comme ça et qu'on fait autre chose, qu'on lit ou voilà, qu'on fait autre chose en écoutant le vinyle. Mais quand on l'écoute attentivement au casque, il y a vraiment un mixage qui est très intéressant. Sur des titres par exemple comme Never Know. Never Know, ça ressemble beaucoup à Tomorrow Never Knows, hein. D'ailleurs, je pense que c'est un hommage. C'est une citation, il s'auto-cite quelque part, bon, il a complètement le droit de le faire. Mais là, on a un travail sur la stéréo qui est très intéressant, qui peut faire penser un peu à certains titres du rock progressif des années 70. Et puis ce que j'ai bien aimé dans cet album, quand on l'écoute une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on s'aperçoit, et ça c'est le génie de McCartney, mais c'est aussi, je pense, le talent d'Andrew Watt, qui est un jeune producteur, donc qui écoute beaucoup de sons nouveaux, c'est qu'il y a des sons, il y a des choses qu'on n'avait jamais entendues chez McCartney jusqu'ici. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, par exemple, un morceau comme Ripples in a Pound, il y a des trucs, il y a des mesures
où on se dit: «Ben, c'est fou que McCartney, fasse ça à plus de 80 ans, quoi». De toute façon, c'est quand même quelqu'un, McCartney, qui reste très à l'écoute de ce qui se fait, à l'époque moderne. Il écoute évidemment beaucoup de musique de jeunes artistes, donc il est très connecté à ça. C'est pas quelqu'un qui est resté dans la musique des années 40 de son père ou des années 60. C'est quelqu'un, je trouve, même, on va pas relancer le débat avec les Rolling Stones, mais c'est quelqu'un, je pense, qui est beaucoup plus à l'écoute des jeunes artistes de la création que les Rolling Stones, par exemple. Voilà. Quelque chose qui est plus. Même si on s'en rend pas toujours compte, il y a des trucs, en fait, comme ça, dans des mesures qu'on va se dire, ah oui, là, on voit que il est inspiré par certains sons de la nouvelle génération. Donc le bilan sur cet album, très très bon disque. De toute façon, moi je fais partie de ceux, alors je suis pas vraiment objectif parce que je suis fan, mais en essayant d'être objectif, je fais partie de ceux qui pensent que McCartney n'a pas vraiment fait de mauvais disques dans sa carrière. Et même ses plus mauvais, enfin ses disques moins bons, je trouve qu'on est souvent injuste avec. Donc je vais pas vous dire à chaque fois, comme certains fans ou certains critiques, c'est le meilleur disque. Non, je vais pas vous dire ça. C'est un très bon disque. C'est un disque qui est clairement au-dessus de la moyenne de la production musicale contemporaine, ça c'est évident. C'est un disque où il y a le McCartney classique, c'est-à-dire, c'est une évidence, en son expertise, son expérience à structurer, à composer un morceau. Mais en même temps, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est un disque, je dirais, de combat. C'est-à-dire, c'est pas un disque tourné vers le passé. C'est un disque qui est énergique. Et c'est un disque où on entend des choses qu'on n'avait jamais entendues chez lui. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, pour sa carrière solo, il y a un peu un lieu commun dans les reviews ou les critiques sur McCartney, c'est de citer le sommet, selon les critiques, et selon les lieux communs, le sommet de sa carrière solo qui serait 2005, Chaos and Creation in the Backyard. Bon, avec le producteur de Radiohead, Nigel Godrich. Bon, ok, moi c'est un album que j'ai en vinyle, c'est un album que j'écoute souvent, c'est un album que j'aime beaucoup. Mais il y a un truc que j'aime pas forcément sur cet album de 2005, Chaos and Creation, c'est qu'il veut tellement bien faire, et il fait très bien. J'ai l'impression que parfois qu'il se pastiche un peu lui-même et surtout qu'il est corseté. Or là, on a un peu, je dirais, un Chaos and Creation, même si c'est des disques complètement différents, mais où il se libère, quoi. C'est-à-dire que, ok, vous avez des titres qui peuvent faire penser à Chaos and Creation, par exemple Days We Left Behind, Life Can Be Hard, c'est-à-dire du McCartney classique, ce qu'on attend du McCartney, on va dire, Beatlesque, hein, c'est-à-dire le côté un peu classe, clavecin, petite basse qui colle, ligne de basse qui colle bien à la batterie, guitare en picking, un peu à la Blackbird, à la Jenny Wren justement, etc., etc. Donc ça, on a ça. Le côté un peu musique anglaise classique, musique pop classique, etc. Tel qu'il, lui, il en a fondé l'étape de la loi, je dirais, avec Revolver, avec Sgt Pepper, etc., etc. Bon. Mais il se permet des trucs, voilà, où il libère son énergie. Voilà, par exemple, sur Mountain Top, j'en ai parlé, ou sur Come Inside et d'autres titres. Et à la fois, il y a ce côté où, d'abord, il faut le préciser, il joue la plupart des instruments, ça c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je ne savais pas que c'était un aussi bon batteur, par exemple. Donc, on découvre des choses. J'avais bien aimé ces parties de batterie sur Chaos and Creation, mais là, alors, je ne sais pas s'il joue de la batterie sur tous les titres, mais si c'est lui le batteur de tous les titres, alors il y a Ringo Starr, le batteur des Beatles, évidemment, sur Home to Us, qui est une chanson, un duo Ringo, Paul McCartney, qui est très, qui met de bonne humeur, quoi. Voilà, c'est une chanson qui est tout à fait honorable. Mais si c'est lui qui joue de la batterie sur tous les titres, c'est vraiment un très très bon batteur. Ça, on l'identifie plus pour la guitare basse ou pour la guitare acoustique, mais là, bon, on découvre encore quelque chose, c'est assez étonnant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois ce côté socle de la musique rock, c'est-à-dire batterie, guitare, chant,
Mais il y a aussi un travail beaucoup plus instrumental. Et là, je crois que c'est Giles Martin, le fils de George Martin, donc le producteur historique des Beatles, qui fait les arrangements. Et donc sur des morceaux comme Salesman Saint ou Mama Gets By, qui est un titre très émouvant qui clôt l'album et qui fait penser un peu à She's Living Home, c'est-à-dire ce talent non seulement de mélodie, mais ce talent de conteur de McCartney. Parce que McCartney, il faut le dire, c'est aussi un très grand conteur, un très grand portraitiste, un très grand... c'est aussi un poète, c'est un très bon parolier en fait. Eleanor Rigby, She's Living Home, bon, on va pas tout rappeler, c'est des évidences, mais Mama Gets By, le dernier titre du disque, vous avez des arrangements de cordes, c'est très orchestral, ça a été enregistré à Abbey Road, et oui, c'est le McCartney conteur, portraitiste, voilà. C'est très émouvant, c'est une très grande chanson. Salesman Saint, là aussi vous avez des cuivres magnifiques, un peu jazzy, qui ont été enregistrés à Abbey Road, très bien arrangés, très bien orchestrés. Donc voilà, c'est un hommage très émouvant à ses parents. Donc voilà, il tisse le lien entre son enfance, hein, Dungeon Lane, c'est un hommage au Liverpool de son enfance, quand il a rencontré George Harrison. D'ailleurs, vous avez une ballade acoustique, Down South, qui est un hommage à George Harrison. We Too, pardon. We Too, je pense que c'est un hommage à John Lennon, hein, clairement. Donc, il y a à la fois ce côté un peu mémoire, ce côté, oui, on rend hommage au passé, mais ça reste un disque plein d'énergie ancré dans le présent, et qui à la fois joue le côté acoustique, mais qui n'a pas peur de libérer une énergie électrique, et aussi de libérer une énergie symphonique avec un orchestre et des arrangements voilà, de cuivre, de cordes, etc. Voilà. Donc, pour résumer, vous pouvez acheter et écouter ce nouvel album de McCartney. C'est pas du tout décevant, loin de là. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Écoutez-le au casque. Moi, je vous conseille parce que c'est un vrai travail d'orfèvre sur le mixage et sur la production. Lisez les textes, lisez les paroles, c'est très intéressant, il dit beaucoup de choses de lui. Il parle pas que de lui aussi, parce que j'ai entendu plein de trucs, oui, il parle de lui. Non, c'est McCartney, il parle pas que de lui. C'est aussi un portraitiste qui fait un croquis des autres, des visages, des expériences de vie des autres. Et c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est son côté conteur. Voilà, il ne parle pas que de lui. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, moi je vous conseille d'écouter et d'acheter ce disque. Voilà, The Boys of Dungeon Lane, très grand disque de Paul McCartney, à écouter. Et voilà, ça reste un nouveau classique. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.